C'est bon, désolé pour. C'est bon. Pas de souci. Bonjour à tous. Merci d'être présents donc dans nos bureaux de Pékin. C'est agréable de retrouver à Pékin du monde en présentiel. Merci aussi de nous suivre en webinar pour cette table ronde sectorielle. Donc nous sommes très heureux de recevoir 5 personnalités importantes de la communauté d'affaires française en Chine, dont les activités sont au cœur des relations économiques franco-chinoises. Merci à ces intervenants. Je tiens aussi à souligner la présence des élus de la CCI France-Chine. Je sais que notre président Christophe nous suit en ligne, ainsi que notre présidente d'honneur, Madame de Bensman. Antoine Zhang, notre vice-président, est présent avec nous à Pékin, dans nos bureaux. Merci Antoine. Merci aussi à Thibaut Fabre et François Blanc d'être avec nous à Pékin. Nous allons tout d'abord donner la parole aux intervenants afin qu'ils nous présentent leur parcours et leurs activités. Je donne donc la parole pour commencer à Jean-Marc Fenet, ministre conseiller et chef du service économique régional de l'ambassade de France en Chine. Cher Jean-Marc, à toi. Merci. Allô? Oui, merci Caroline. Bonjour à tout le monde. Il y a que de têtes connues quand même, beaucoup de têtes connues. Je voudrais d'abord dire à tout le monde l'immense, mais je pense que parler au nom de beaucoup de personnes ici, l'immense plaisir que nous avons à retrouver des vraies personnes en face de nous. Et pour une fois, depuis de longs mois, ne pas parler à des écrans. Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça fait quand même. Bon, c'est une très très belle occasion et c'est un bon moment, je pense, pour avoir cette table ronde. Je crois que ça sera l'occasion d'échanger non seulement des choses d'un point de vue macroéconomique, si j'ose dire, mais surtout la vraie vie qui se passe au niveau microéconomique et ce qui se passe au niveau des secteurs, ce qui nous passe au niveau des entreprises. Et ça, je pense que ce sera les uns et les autres qui pourront nous le dire. Voilà, bon, me concernant, effectivement, Caroline a tout dit, hein, je dirige le service économique de l'ambassade. Donc, à ce titre-là, toute notre présence, c'est un peu d'informer Paris de tout ce qui se passe, évidemment, dans ce grand pays. Mais c'est beaucoup aussi être avec vous et être au service des entreprises, vous aider. Et dans la période, il y a de quoi faire aussi sur différents sujets. En tout cas, d'être toujours en dialogue et en présence avec vous. Merci. Merci Jean-Marc. Je vous propose de passer la parole à Yann pour qu'il se présente, si tu veux, Yann. Oui, bonjour. Bonjour, donc Yann Le Petit. Je suis le président de Total China Investment. Donc, je dirige les activités de distribution du groupe Total, donc toutes les activités liées aux stations-service, à la production et à la vente de lubrifiants et à la production d'additifs et de produits pétroliers pour l'industrie. Et je suis par ailleurs président d'une holding dont le métier est d'investir dans le raffinage, la chimie, et puis les nouvelles mobilités, donc tout ce qui est mobilité électrique et investissement innovant. Voilà pour le groupe Total. Merci Yann. Jérôme, je vous propose de prendre la parole pour vous présenter. Donc, Jérôme Bindel, bonjour à tous, enchanté d'être là, d'être finalement là, j'allais dire, parce que c'était pas gagné. Il y a un mois encore. Donc, Jérôme Bindel, je suis donc le CEO de Thales en Chine, donc, mais également le représentant de Thales pour l'ensemble de la région Asie du Nord, donc qui regroupe Japon, Corée, Hong Kong et Taïwan dans la Chine. Donc, je m'occupe de Thales depuis 1 an en Chine et avant, j'ai eu un certain nombre de postes au sein de l'entreprise. Et donc, je vous ferai part un petit peu de la vision qu'on a sur nos métiers qui sont diverses chez Thales. Donc, je ne vais pas m'étendre trop dessus, on reviendra dessus, mais on a une bonne vision de ce qui se passe sur un certain nombre de secteurs en Chine, du coup. Et je pense que ce sera intéressant aujourd'hui de le partager. Voilà, merci. Merci Jérôme. À vous Pierre-Yves. Pierre-Yves Bonnet. Je suis très heureux de voir des visages familiers ici. En fait, je suis le représentant du groupe Société Générale en Chine depuis près de 3 ans. J'ai travaillé pour le groupe Société Générale près de 20 ans. Que vous dire d'abord, je suis très très heureux d'être là et très heureux et très flatté d'avoir été invité pour participer
à cette table ronde et puis vous donner beaucoup de valeur ajoutée autant que faire se peut. L'activité bancaire est toujours un peu compliquée, hein, et ce qu'il faut que vous sachiez au niveau de la Chambre de commerce, c'est que nous, au niveau de la Société Générale, on ne s'occupe que de très très grandes entreprises maintenant, hein. Donc si vous avez des demandes, il faut le savoir et j'en suis désolé, mais je tenais à vous le dire. Mais en tout cas, merci de m'avoir invité et très heureux de voir, comme le disait Jean-Marc, qu'on peut être en présentiel maintenant. Merci Pierre-Yves. Fabrice. Merci. D'abord, monsieur le ministre conseiller, vous tous. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis très heureux d'être là aussi, enfin en présentiel. Et d'abord, je voudrais commencer en disant un grand merci à Caroline et à Morgane pour avoir organisé ce moment avec vous tous. Alors peut-être un mot très rapide sur EDF. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent EDF, mais EDF en Chine, c'est 35 ans d'histoire qui aujourd'hui se concentre, comme à peu près d'ailleurs dans le reste du monde, hein, sur les énergies bas carbone, avec trois priorités. La première, c'est les services énergétiques, notamment les services énergétiques urbains. Donc on essaye d'aider nos clients à consommer moins et à consommer mieux, on va dire, et à émettre moins de carbone. La deuxième priorité, c'est le développement des énergies renouvelables, donc avec le solaire et puis l'éolien. Et la troisième, c'est le nucléaire, qui est un peu les racines, le début de l'histoire d'EDF en Chine. Alors moi, je suis là depuis beaucoup moins longtemps qu'EDF. Donc, je dirige les activités d'EDF Chine depuis maintenant 4 ans. Il y a un petit problème avec la caméra. Merci Van. Donc, je dirige les activités d'EDF depuis 4 ans avec le plus grand plaisir. Et il se trouve que je suis également aux côtés de mon ami Antoine, élu de la Chambre de commerce et du bureau ici à Pékin depuis les dernières élections qui étaient, il y a à peu près 18 mois. Donc, voilà, très heureux d'être membre du bureau également. Merci beaucoup. Antoine, si vous voulez vous présenter aussi. Juste un mot. D'abord, merci beaucoup à Jean-Marc et les grands patrons de 4 sociétés françaises. Et également, merci beaucoup à vous tous. Vous êtes venus aujourd'hui sous la pluie et sans masque. Merci beaucoup. Merci Antoine, merci beaucoup. On va commencer le début de cette table ronde avec une question pour Jean-Marc. Suite au Yanhui, les assemblées du gouvernement chinois, et avec notamment la crise du Covid, quelles sont les grandes tendances pour vous, pour les entreprises françaises présentes en Chine? Je vous donne le micro. Merci beaucoup. Alors, la situation économique, bon, on vit tous en Chine, hein, dans cette salle, donc je ne vais pas faire l'injure de rappeler dans le détail tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année. On l'a tous vécu, hein, un choc qui s'est surtout produit au premier trimestre en Chine, donc décalé par rapport au reste du monde, bien évidemment, hein, moins 6,8% de baisse de production, moins 19% de baisse de vente des prix de détail, donc un choc d'offres et un choc de demande. Sur le c'est l'effet du choc d'offres, ça, je pense. Ouais, ça résonne. Bon. Et donc, décalé par rapport au reste du monde, puisque dans le reste du monde et notamment dans le monde occidental, c'est plutôt le deuxième trimestre, hein, qui est touché. En Chine, pour des raisons chronologiques, ça a été plutôt le premier. Et du coup, une phase de reprise et qui est quand même assez forte depuis le mois d'avril et qui est croissante, qui est toujours en cours et qui est très visible du côté de l'offre, qu'il est un petit peu moins du côté de la demande. Ça dépend des secteurs. On a fait un tour de table il y a quelques jours avec pas mal d'entreprises qui étaient conseillers du commerce extérieur. On a vu que c'était très, très différent selon les secteurs. Il y a des secteurs, notamment de tous les secteurs qui sont dans le numérique, qui sont dans le luxe, qui sont dans certains secteurs sur lesquels l'effet de rattrapage est très fort, ou alors
pour lesquels la crise a été plutôt une nouvelle opportunité. On pense aux entreprises du numérique, avec le e-commerce, avec tout ce qui a été vraiment boosté avec la crise du coronavirus. Ça, ce sont des choses qui sont évidemment très croissantes. Et puis, il y a des secteurs, je pense à l'hôtellerie, je pense à certains secteurs de la restauration, etc., qui, eux, ont été vraiment très touchés et qui ont aujourd'hui quand même plus de mal. Alors, il reste encore un petit problème de demande dans ce pays, tout simplement parce qu'il y a eu des baisses de revenus, parce qu'il y a aussi des comportements de précaution et d'épargne de précaution, bien d'ailleurs qu'on trouve aussi chez nous dans les pays occidentaux. On ne sait pas trop de quoi demain va être fait, donc on fait un petit peu attention avant de se remettre à consommer un peu tous azimuts. Donc il y a ce phénomène un peu de retenue un peu sur la demande, mais enfin globalement, quand on compare, vous savez, il y a un vieux proverbe canadien que j'aime bien, qui est quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Et c'est vrai que quand on regarde la situation du reste du monde, même si la Chine finit l'année 2020 dans une fourchette, la fourchette basse, c'est la prévision du FMI, 1% de croissance. La fourchette haute, on pourrait dire, c'est 2,5-3%. Ça pourrait se situer à peu près dans ces eaux-là. C'est difficile à dire, ça dépendra du rythme de reprise. Mais si on est entre 1 et 3%, c'est à l'évidence beaucoup moins que les 6,5% auxquels on était habitué ces dernières années, qu'a fortiori des 8% qu'on a connus il y avait encore 10 ou 15 ans. Mais enfin, la croissance mondiale, ça va être moins 5% cette année. Ça va être plutôt moins 10% dans les pays développés. En Asie, à part le Vietnam, il y a quasiment que la Chine qui aura aujourd'hui, qui aura au cours de l'année une croissance positive. Même des grandes économies, le Japon, l'Inde, etc., vont toutes être en croissance négative cette année. Donc évidemment, globalement, l'effet de reprise est fort. Il y aura une croissance faible, molle, mais qui sera une croissance positive. Alors maintenant, il y a deux sources d'inquiétude, me semble-t-il, pour l'économie chinoise. La première, qui est que même si elle est beaucoup moins dépendante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 15 ou 20 ans du monde extérieur, de la demande internationale, que par rapport à l'époque du SARS en 2003, par exemple, puisque aujourd'hui, le moteur de la croissance chinoise, c'est sa consommation interne, c'est plus l'exportation. Il n'empêche quand même que l'atonie de la demande mondiale, qui s'est quand même complètement effondrée, pose un problème. Il y a encore à peu près 100 millions de personnes dans la population active chinoise qui travaillent pour l'exportation quand même dans ce pays. Et donc l'atonie et la forte diminution de la demande mondiale, c'est quand même un souci pour l'économie chinoise. Je pense à des secteurs très importants, moi le textile du Guangdong, etc. Ce sont des secteurs qui peuvent être extrêmement touchés par cette atonie de la demande mondiale. Puis il y a un deuxième sujet dont on parle pas énormément, mais on sait bien au moment des Lianghui que ça a été présent dans tous les esprits, c'est la question de l'emploi. Parce qu'il y a un souci aujourd'hui de l'emploi en Chine que ne traduit pas complètement la statistique officielle, qui est une statistique qui ne rend compte que de la population active urbaine, c'est-à-dire à peu près 450 millions de personnes sur les 800 millions de personnes de la population active chinoise. Et donc, quand on passe de 5 à 6% de taux de chômage, ça parle, mais ça ne rend pas compte de l'essentiel de la réalité, ou d'une grande partie de la réalité, qui sont tous les travailleurs migrants internes, les Minggong, qui ne sont pas revenus dans les régions côtières suite au Nouvel An, qui sont aujourd'hui disséminés dans les villages de la Chine centrale, et sur lesquels il y a un sous-emploi important. Et ça a été aussi l'occasion, et on a tous été frappés par le discours du Premier ministre Li Keqiang au moment des Hangui, et qui a rappelé quelque chose qu'on avait peut-être oublié, nous qui vivons à Pékin, à Shanghai, à Canton, dans toute cette Chine côtière qui a un niveau de vie, un revenu par tête qui est proche d'un pays de l'OCDE. Li Keqiang a rappelé qu'il y a 600 millions de Chinois qui continuent à vivre avec 1000 kuai de revenus mensuels. C'est un discours officiel du Premier ministre. Et donc, ce problème de l'emploi, ce problème des deux Chines, en quelque sorte, ça passe quand on a 6, 7%, 8% de croissance. Évidemment, quand on est à 1, 2, 3% de croissance, même si on reviendra sans doute à des chiffres un peu plus importants l'année prochaine, c'est un souci. Alors, je terminerai juste en disant que les Lianghui ont mis en place un plan de relance. Ce plan de relance, il est réel, il n'est pas négligeable. C'est quasiment 4 points de PIB. Ça veut dire quand même quelque chose. C'est quand même moins que ce que font d'autres grands pays, y compris en Asie, ou en France, aux États-Unis, etc. On n'est pas loin de 10 points de PIB quand même. Ici, c'est 4. C'est beaucoup moins que ce qui avait été fait après la crise de 2008-2009, où en Chine, on avait réinjecté 13 points de PIB. Et c'est qu'on
on veut rester sur le sentier de l'assainissement de l'économie qui avait commencé en Chine bien avant la pandémie, d'assainissement du secteur bancaire, de ne pas relancer la bulle immobilière, etc. Donc, ces soucis de saine gestion et d'atterrissage en douceur de l'économie chinoise continuent à prévaloir, même après les Yang Wei, même si on peut penser que derrière les murs épais de Shanghai, il y a eu probablement des débats assez importants entre ceux qui souhaitaient peut-être une relance beaucoup plus vigoureuse, mode 2008-2009, et puis les tenants d'une ligne un peu plus prudente, qui est la ligne qui finalement l'a emporté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une relance, notamment par des investissements publics, pas trop, parce que la dette commence à devenir un petit sujet quand même en Chine, parce qu'il y a cette bulle immobilière auquel je faisais allusion. Et puis surtout, c'est qu'on a tellement investi suite à 2008-2009 dans des infrastructures classiques, les lignes de TGV, etc., qu'il y en a à peu près, pas dire partout, mais que les nouvelles lignes ou les nouveaux investissements, aujourd'hui, des taux de rentabilité qui sont évidemment plus faibles que ce qu'on pouvait avoir auparavant. On peut faire la 72e ligne de TGV entre Lhasa et Urumqi, c'est pas elle qui va, en quelque sorte, apporter une rentabilité très importante. En revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est que les investissements vont s'orienter dans la high-tech, vont s'orienter vers le sanitaire, vont s'orienter vers les smart cities, c'est-à-dire des secteurs un peu nouveaux et je ne terminerai pas là-dessus, des secteurs dans lesquels l'énergie propre, et espérons-le aussi, ça reste quand même un grand objectif. Je rappelle que même si c'est reporté probablement dans le courant de l'année prochaine, la Chine accueillera l'année prochaine la COP 15 sur la biodiversité. Ces engagements qu'ils ont pris en matière climatique, tout cela, ce sont des secteurs, je dirais, sur lesquels les entreprises françaises, généralement, ont un savoir-faire mondial reconnu et on n'est pas trop manchot quand même dans ce secteur-là. Donc, c'est plutôt une note d'espoir. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marc. On va passer à une question pour tous les quatre, plus sur la gestion de la crise. Comment le Covid-19 affecte-t-il vos activités en Chine? On peut commencer par Yann, si vous voulez. Oui, donc Total en Chine, c'est principalement 4 activités. D'abord, une activité gazière. On est producteur de gaz naturel en Chine. On est aussi importateur de gaz naturel liquéfié. La seconde activité, c'est l'activité de distribution de produits pétroliers, donc j'assure la direction. La troisième activité, c'est une activité de fourniture de pièces détachées et de biens manufacturés à l'industrie automobile et à l'industrie aéronautique, principalement, au travers de Chinson et de Saft. Et enfin, les énergies nouvelles, et notamment l'énergie solaire. Donc, ces 4 activités, elles sont opérées sur l'ensemble du territoire par à peu près 5000 collaborateurs. Et on a une particularité forte qui est d'avoir une emprise très importante sur Wuhan. Donc, à Wuhan, on a 1500 collaborateurs environ dans la distribution, donc dans le réseau de stations-service, et puis chez Hutchinson qui a une usine assez importante. Donc, la crise, elle a commencé pour nous en décembre l'an dernier. C'est là qu'on a commencé à avoir connaissance du virus, ce qui a été à la fois un impact fort sur nous, puisque bien sûr la période de lockdown s'est traduite par un arrêt de l'usine de Chinson, mais ça a été au final un avantage parce qu'on a toujours été en avance sur la crise, puisqu'on était aux avant-postes. Donc pour reprendre la grille de lecture entre offre et demande qu'utilisait Jean-Marc, en termes d'offres, finalement, la crise a eu peu d'impact sur nous. Nos stations-service ont continué à opérer jour et nuit partout, y compris à Wuhan. Nos usines en dehors de Wuhan ont continué à opérer. On a eu, là où les lockdowns étaient décidés, à peu près 2 semaines d'arrêt, mais donc rien de très considérable. Les champs gaziers ont continué à opérer. Donc du point de vue de l'offre, on n'a pas eu d'impact très important. Et quand on a eu cet impact, ça correspondait à une période où de toute façon il n'y avait pas de demande. Donc ça n'a pas été le plus compliqué à gérer. Côté demande, on a eu cet effet que Jean-Marc disait, c'est-à-dire un mois de février et une première quinzaine de mars très déprimés. Dans mes activités, on a perdu à peu près 90% de nos volumes, voilà, sur l'ensemble du territoire. Puisque la mobilité interurbaine notamment a fortement baissé et l'industrie automobile était quasiment à l'arrêt. Et puis on a eu un rebond très fort de l'activité à partir du mois d'avril. On n'est pas aujourd'hui complètement revenu à la normale. Alors l'industrie
automobile est reparti assez fortement. Il y a un effet de rebond. Il y a peut-être aussi un effet des mesures de soutien du gouvernement. L'activité de distribution pétrolière n'est pas exactement à la normale. Elle est encore quelques pourcents en dessous de ce qu'elle était l'an dernier sur Wuhan et sur le nord-est de la Chine, qui prend plus de temps apparemment à repartir. Et puis, dans la partie gaz naturel liquéfié, les imports sont en croissance par rapport à l'an dernier, puisqu'on bénéficie d'un contexte international où le prix du gaz naturel liquéfié en spot est aujourd'hui très attractif. Et donc, la Chine privilégie cette ressource. Et voilà. Et donc, on a aussi dans l'industrie un ralentissement sur, bien sûr, nos clients aéronautiques. Le marché hélicoptère fonctionne à peu près... on a encore une activité assez dynamique, mais tout ce qui est maintenance aéronautique est bien sûr fortement impacté. Donc, exactement ce que disait Jean-Marc, une période de très faible activité, un rebond très marqué. On n'est pas encore tout à fait à la normale. Il est encore un peu tôt pour dessiner les tendances de long terme. On verra cette tendance se dessiner dans le trimestre à venir. Merci beaucoup Yann. Jérôme, est-ce que vous souhaitez répondre à la même question? Merci Yann. Je vais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit. Donc nous, Thales, alors déjà en Chine, Thales, on a deux façons d'opérer. On a une façon d'opérer assez classique pour les entreprises comme les nôtres, qui sont des façons d'opérer en voyant la Chine comme un pays de destination d'export. Donc ça, c'est un premier volet. Et puis on a aussi en Chine, on utilise la Chine comme elle était avant l'usine du monde, et on a beaucoup d'activités faites localement qui sont à destination de la Chine, mais beaucoup et surtout à destination de reste du monde. Donc ça me permettra de séparer les deux choses. Donc on peut dire pour nous Thales qu'en termes d'activités faites en Chine, donc les activités qu'on fait en Chine sont sur trois composantes. La première importante historique, c'est la composante aéronautique, où on a accompagné en fait Airbus et nos principaux partenaires aéronautiques en Chine au tout début, ou même avant eux en fait, parce qu'on a été même présent quand la Chine a commencé à installer ses premiers aéroports et ses premiers systèmes de navigation aérienne. Donc cette activité-là a subi un très fort choc. Alors elle a subi un choc de demande, je crois que c'est à peu près évident pour tout le monde. Et donc, en termes de vente en Chine, on a eu une baisse extrêmement importante. Pour donner une idée, donc les compagnies aériennes étaient quasiment à zéro, presque à zéro, enfin moins de 10%, comparé à l'année 2019 en février, au moment du pire de la crise. Et elles sont revenues seulement pour les vols domestiques à 66%, 67%, enfin presque 70% maintenant, et encore à 20% de l'année dernière. Donc on est sur une activité qui est très impactée. Pour nous, pour l'activité locale. Donc, on n'a pas perdu en capacité, c'est-à-dire qu'on aurait été capable de tenir les demandes si elles étaient là, mais elles n'étaient pas là. Et donc, on a eu un impact très fort sur cette activité. L'autre domaine sur lequel on est déployé assez fortement en Chine, c'est le domaine du transport, donc le transport urbain, où nous réalisons les solutions de signaling, ce qu'on appelle la signalisation ferroviaire, essentiellement dans le domaine du transport urbain. Donc cette activité-là, qui est à destination de la Chine principalement, mais pas seulement. On a un centre de compétences qui est aussi, adresse le reste du monde, a été en fait impacté en termes pas tellement impacté encore en termes d'offres. On a été capable de fonctionner quasiment pendant toute la crise en fait. Donc on a pu servir nos clients au moins pour ceux qui opéraient. Donc, ces activités sont à Shanghai et une partie et l'autre à Hong Kong. On a pu servir nos clients. En revanche, la demande a un petit peu faibli, mais ça a été très relatif. Elle a faibli surtout à l'international. C'est-à-dire que toute notre activité réexport s'est quasiment arrêtée et au deuxième trimestre, en fait, un peu, alors qu'elle était encore bonne au premier trimestre. Et elle a du mal à redémarrer. En revanche, ce qui concerne la Chine, on a plutôt une activité qui est repartie très très fort, très très fort depuis le deuxième trimestre, avec des projets qui avaient été légèrement retardés, qui sont tous arrivés en même temps. Et puis, le boost, quelque part, du soutien gouvernemental chinois, qui a effectivement, suite au Langroué, relancé un certain nombre même si tu disais que l'infrastructure et le transport, Jean-Marc, avaient plus grand-chose à apporter, il y a quand même des villes
qui prévoit de construire quelque chose comme alors je ne sais plus quelle ville c'est, mais qui prévoit de construire peut-être encore 30 lignes de métro, hein, qui ont devant eux 30 lignes de métro à faire. Donc, il faut quand même qu'ils avancent s'ils veulent y arriver d'ici 10 ans, 15 ans. Donc, il y a quand même beaucoup de projets, hein, pour des villes plutôt tier 3, hein, donc tier 3 en Chine. Donc, on a encore beaucoup de projets et ces projets-là ont démarré plutôt plus vite que pour le reste. Après, il y a un troisième volet de nos activités en Chine, c'est le volet sécurité et digital, identité digitale. Donc, c'est pour ceux qui ont suivi l'actualité, c'est le rachat qu'a fait Thales l'année dernière de la société Gemalto, bien connue, J'aime plus. Pour ceux qui connaissent Gemenos. Donc, cette activité, en fait, était pour nous une activité complètement nouvelle en Chine, évidemment, parce qu'on n'était pas du tout, nous, Thales, actifs dans ce domaine-là en Chine. Donc, c'est plutôt une activité où on est comment dire, en réexport, hein, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses en réexport, mais on adresse aussi le marché chinois, donc en particulier dans le domaine des cartes bancaires et des télécoms. Et là, on a assisté à des choses assez étonnantes. En fait, on a plutôt une première partie de l'année qui a été très forte, avec malgré la crise, on a eu plutôt beaucoup de commandes, à la fois dans le domaine des paiements digitaux ou des cartes SIM, des eSIM, enfin, tout ce qui est digital autour de ça. Donc ça a bien marché, et même des cartes bancaires, parce que les banques ont fait des stocks en fait. Et on est plutôt dans une deuxième phase qui est un peu moins bonne et qui rebondit sur ce que disait Jean-Marc, ce que vous disiez sur le fait que la demande individuelle, donc les personnes finalement n'est pas là, enfin n'est pas là au niveau où on l'attend, hein, donc les gens économisent, épargnent, hein, et donc on a plutôt une baisse maintenant de la demande sur tous ces marchés, hein, donc en Chine. En ce qui concerne l'export, on a plutôt eu un effet bénéfique aussi de l'export, pas tellement parce que le marché était là au début, mais parce que en fait les centres qui faisaient la même chose que ce que faisait la Chine fermaient les uns après les autres, alors que la Chine restait ouverte. Donc on a plutôt bénéficié de capacités supplémentaires par le fait que la Chine était toujours ouverte pendant la période de crise. Et maintenant, on est dans l'effet négatif, où justement le monde s'étant arrêté et la demande s'étant globalement arrêtée, on a une baisse qui est sensible sur nos activités de réexport, donc qu'il soit dans le domaine des cartes bancaires ou cartes SIM, ou dans le domaine de tout ce qui est identitaire, donc passeport et système de biométrie, hein, parce que moins les gens voyagent, moins les aéroports, les gens qui contrôlent les voyageurs ont besoin d'acheter et de renouveler leur passeport ou d'acheter des systèmes de biométrie. Donc là, effectivement, c'est un sujet qui pour nous en train de baisser un petit peu. Et puis le dernier point que je veux signaler, c'est qu'on est également sur le domaine de la connectivité automobile. Et là, le sujet effectivement est mitigé, c'est-à-dire que pour la Chine, ça repart, comme tu l'as indiqué, et beaucoup moins par contre le reste du monde. On est plutôt sur une baisse très forte, hein, sur le reste du monde. Voilà, donc une situation mitigée, mais globalement, en termes d'offres, pour reprendre encore les mots, on a réussi à survivre assez bien finalement en Chine pendant toute cette période. Par contre, la demande a été très erratique, hein, selon les secteurs, et on espère quand même que ça va être plus normal dans cette deuxième partie de l'année et qu'on va quand même réussir à avoir une année qui soit presque réussie, j'allais dire, presque réussie. Merci beaucoup, Jérôme. Pour vous, Pierre-Yves, quel était l'impact de cette crise sur les activités de la Société Générale ? Alors, du point de vue des services, c'est un tout petit peu différent. Alors, comme je disais, en fait, la Société Générale en Chine, c'est essentiellement deux choses, hein. C'est amener la Chine au monde et amener le monde à la Chine. C'est-à-dire qu'en fait, amener la Chine au monde, c'est essentiellement utiliser nos compétences de réseau international pour faciliter aux entreprises chinoises leur développement international. Ce qui veut dire que quand je regarde mes clients chinois, en fait, 90% des revenus que je fais ne sont pas bookés, ne sont pas enregistrés en Chine, ils sont enregistrés offshore, en fait, hein, et donc c'est dans nos filiales. Donc on a un côté de représentation très fort. Après, on a aussi une activité vis-à-vis des entreprises et essentiellement des très très grandes entreprises. Malheureusement pour beaucoup d'entre vous, hein, c'est une activité qu'on a à peu près arrêtée depuis 2-3 ans. Donc en fait, on ne sert que les grandes entreprises européennes et mondiales en Chine. On ne fait plus de vente de détail. Donc ce que je vais dire va être un peu à ce prisme-là, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a vu du Covid, c'est deux choses. D'une part,
on a quand même servi un petit peu de transmission d'outils de politique monétaire du gouvernement chinois. Mais ça, j'en renvoie à Jean-Marc pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, les banques, très naturellement, quand il y a une crise, elles sont mobilisées assez fortement pour aider les entreprises de façon assez rapide, soit par des prêts garantis, soit par une aide sur les marchés financiers pour fournir de la liquidité, pour être capable de fournir les besoins de liquidité. Donc ça, on l'a vu, on l'a vu, et la réaction du gouvernement chinois était très forte. Et comme le disait Jean-Marc, c'est-à-dire sur l'aspect aide de politique économique, de dépenses fiscales, de dépenses d'infrastructures, on n'est plus en 2008. Donc les outils sont un petit peu différents, mais par contre l'outil bancaire a été très largement utilisé et on a été sollicité. Et donc ça, on l'a vu assez rapidement. Après, comme toujours dans une banque, ce qu'on gère, c'est des risques. Et donc nous, la question, vous savez, la définition du banquier. Le banquier, c'est quelqu'un qui vous donne un parapluie quand il fait beau, qui vous le retire quand il pleut. Je suis désolé, il pleut aujourd'hui, mais même si c'est une boutade, ce qu'on a vu, nous, de notre côté, et là aussi, comme on n'est pas très présent auprès on n'est pas du tout présent même au niveau petites entreprises, SMEs, et même dans les secteurs qui ont été le plus affectés, comme le tourisme, le retail, oui, il y a eu un impact. Et effectivement, on a senti le choc d'offres. On l'a senti au premier trimestre, mais finalement, il est revenu assez vite. Et comme le disaient mes camarades et néanmoins amis, c'est pas du côté de l'offre qu'on a les plus grosses inquiétudes, c'est du côté de la demande, en fait. Comment est-ce que le consommateur chinois va revenir? Comment est-ce qu'il va consommer? Qu'est-ce qu'il va faire? Tout ça, c'est des interrogations qu'on a à notre niveau. Après, donc, comme je dis, on gère des risques. Donc, pour nous, ce que j'allais dire, c'est après la violente morsure du Covid, quelle va être la bouilloire de la crise économique qui va suivre. Et la bouilloire, elle va mettre du temps à bouillir. C'est comme la grenouille qui disait, même pas mal. Ça peut mettre du temps. Et donc, du point de vue bancaire, c'est ce qu'on voit nous. C'est-à-dire qu'en fait, pour notre activité, on n'a pas eu de problème. Au contraire, on a même eu, j'allais dire, des revenus complètement extraordinaires du fait de la volatilité des marchés financiers, parce que ça aussi, c'est un élément important, et c'est un élément important pour les grandes entreprises, tant sur les matières premières, les taux d'intérêt, les changes. Évidemment, quand il y a des incertitudes de cette façon-là, les entreprises ont besoin de se protéger. Et donc, nous, on en a plutôt bénéficié. Je ne suis pas très optimiste quand même sur le deuxième semestre, même si on a fait un très, très bon premier semestre, parce que ça va être difficile, parce qu'on va être utilisé par les gouvernements pour être des outils de transmission de la politique économique. Et je peux vous dire que quand on fait des prêts pour le compte du gouvernement, on ne gagne pas d'argent dessus. Donc on va jouer le jeu. De notre point de vue, Société Générale, on est tout petit en Chine, mais comme je dis, on n'est qu'un instrument. On n'est qu'un instrument au service des entreprises chinoises à l'étranger et au service des grandes entreprises en Chine. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le Covid, il a eu un impact, comme je dis, la morsure, le venin injecté n'a pas été très puissant, mais par contre, la bouilloire, elle est en train de venir, et la crise économique qui va suivre, ses effets vont durer assez longtemps. Voilà. Merci Pierre-Yves. Et pour EDF, quel a été l'impact de la crise? Merci. Alors, l'impact de la crise sur le secteur énergétique, il est important. Donc, Yann a commenté sur les aspects gaz, pétrole. Moi, je vais plutôt me concentrer sur la partie électrique. Alors, je vais un petit peu paraphraser ce qu'a dit Jean-Marc, parce que il se trouve que le secteur électrique, ici en Chine, mais c'est vrai en Europe, c'est vrai en France, a souvent des indicateurs globaux qui ressemblent à ceux de l'économie et du PIB. Donc, si on tourne un peu en arrière à ce qui s'est passé au début de la crise, sur le premier trimestre, le
choc, il est assez rude. Hein. Le venin, quand même, on le sent passer. C'est très proche du chiffre du PIB. La demande électrique abaisse de 6,5%. Alors, avec évidemment un impact sur la demande. L'électricité, ça se stoppe pas. Donc, il faut produire exactement ce qui est demandé. Donc, il y a un impact sur l'offre, alors qui, pour le coup, est différencié selon les secteurs. Il y a un impact très important sur le charbon, qui baisse de manière très significative. Un impact au moins aussi important sur l'hydraulique, qui a l'avantage de pouvoir rester stocké. Donc, d'où l'intérêt, quand la demande est baisse, on garde plutôt l'électricité, on garde plutôt l'eau dans les réservoirs. Par contre, l'énergie nucléaire, Antoine suit ça aussi, est resté à peu près stable, en légère augmentation, même si on compare donc le premier trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2019. Et puis par contre, les renouvelables ont continué leur croissance. On a eu entre 2009 et 2020, même sur le premier trimestre, une croissance à 2 chiffres dans les 2 cas. Donc nous, EDF, pendant ce temps-là, on a assuré, malgré les difficultés, la continuité du service sur tous nos sites de production et au passage même sur nos sites de production, alors non pas d'électricité mais de chaleur dans les périodes les plus difficiles, même si d'envoyer les gens faire les travaux, d'aller chez les clients, c'était compliqué en pleine épidémie sur les mois de février-mars. On a assuré la continuité du service partout. Après, plus récemment, c'est pareil que l'économie générale. Le rebond, il est là, il est même significatif. Dès le mois d'avril, on était revenu à l'étiage, même un peu au-dessus des consommations de 2019. Et là, alors, je n'ai pas les statistiques de juin, mais sur le mois de mai, il est à 4,5% meilleur que le mois de mai 2019. Sachant qu'en électricité, on est sur des rythmes de progression annuels ces dernières années plutôt de 5 points. Donc 4,5 là fin mai, 5 points en rythme général, on se dit le Covid il est quasi effacé. Alors quand on regarde d'un peu plus près, c'est quand même assez différencié. Il se trouve que l'essentiel de la croissance est du côté de l'industrie. Donc l'industrie a redémarré très fort. Sans doute avec un peu des machines qui sont entretenues, on ne sait pas exactement comment, la reconstitution de stock, etc. Je suis pas sûr que ça représente complètement la situation économique générale, mais enfin bon, la demande électrique est revenue pratiquement à une forme de normalité à la fin du mois de mai. Si on se projette, alors c'est toujours plus facile de prévoir l'avenir, de prévoir le passé que l'avenir, mais enfin bon, les instituts de prévision chinois se lancent dans des prévisions. On serait sur une prévision de la croissance de la demande électrique en 2020 de 2 à 3%. Voilà, donc un rétablissement qui se poursuivrait. Après, peut-être deux autres impacts qui seront plus proches, sans doute, de ce que vous visez les uns et les autres, c'est le retard sur nos chantiers. Donc, on a des activités qui sont en fonctionnement, c'est ce dont je viens de parler, on a assuré le service, on a des activités qui sont en construction, et donc, en construction. Et là, il y a un retard assez significatif qu'on aura du mal à combler. Alors, ça nous pose un problème très spécifique, notamment dans le cadre des énergies renouvelables, parce qu'il se trouve qu'un certain nombre de projets, notamment éoliens, mais solaires aussi, pour avoir le droit aux subventions auxquelles ils sont éligibles, il faut qu'ils soient mis en service avant le 31 décembre de cette année. Donc, si on loupe cette échéance-là, en fait, on perd les subventions avec un effet sur les revenus des projets et donc sur la profitabilité majeure. Donc, on a évidemment parlé de ça au gouvernement chinois. On n'est pas les seuls. Les SOI chinoises sont évidemment concernés par le sujet. Pour l'instant, le gouvernement écoute avec bienveillance, mais enfin, aucun geste n'est fait. Donc, on est vraiment à risque sur ce sujet-là. Et puis, la troisième partie de nos activités, je pense comme vous tous, c'est le business développement, c'est la prospection. Et là, on se heurte quand même à une vraie difficulté, c'est-à-dire que surtout
surtout ici à Pékin, les contraintes sur les déplacements, les difficultés à faire ce qu'on fait aujourd'hui, à se voir en physique, notamment chez les grandes SOI chinoises. Il y en a quelques-unes qui nous accueillent, mais quand même pas tous. Donc, sur le plan relationnel, c'est très compliqué et ça entrave à l'évidence notre activité de business développement et d'origination. Donc, sur le moyen terme, c'est quand même une vraie préoccupation. Merci beaucoup, Fabrice. On va passer plutôt à une question sur les mesures mises en place par le gouvernement chinois pour aider à relancer l'économie. Et je vais vous proposer, Jean-Marc, de répondre par rapport aux mesures macroéconomiques mises en place. Alors, ces mesures, oui, ça s'est fait un peu en deux temps, hein, comme dans beaucoup de pays. Il y a eu un premier train de mesures fait rapidement dès le mois de février, qui étaient des mesures qu'on a tous connues dans tous nos pays, qui étaient des reports de charges, qui étaient des reports d'impôts, qui étaient vraiment de venir au secours des situations qui étaient les plus difficiles. On a commencé ensuite à détendre encore un peu plus la politique monétaire, à faire en sorte qu'il y ait de la possibilité d'avoir de l'argent. Avec, là, Pierre-Yves me corrigera peut-être d'un point de vue financier, avec ce côté toujours un petit peu schizophrénique quand même de la politique monétaire chinoise, pour lesquelles les banques, et notamment les banques chinoises, sont prises parfois entre deux types de contraintes. Hein. C'est que on leur demande, et c'est bien normal en situation de crise comme ça, d'aider les entreprises en difficulté, d'avoir une politique d'argent un petit peu plus facile. Et puis par ailleurs, il reste quand même des exigences de faire attention quand même à leur bilan, à faire en sorte qu'elle n'ait pas trop de bad loans dans leur bilan, et tout ça conduit parfois à une certaine frilosité pour prêter plutôt à des petites entreprises qu'à des grandes qui, elles, sont beaucoup mieux baquées. Donc, il y a parfois une petite contradiction entre ces différentes injonctions. La Chine n'est d'ailleurs pas le seul pays au monde à vivre ce genre de choses, mais ça peut montrer que malgré les injonctions qui ont pu être données, on a pu avoir sur le terrain des petites entreprises qui avaient des problèmes de liquidité et qui avaient vraiment des problèmes pour pouvoir avoir du financement. Et puis, au moment des Lianghui, on a eu, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose qui a été un petit peu plus structuré, qui a été vraiment la mise en place d'un plan de relance. Et donc, je prends tout à fait le point de mon voisin ici. Bien évidemment, on n'est pas passé d'un extrême à l'autre. On garde effectivement des investissements dans les infrastructures traditionnelles. J'ai plus exactement le chiffre en tête, mais je l'avais en tête il y a quelque temps. Pour autant, le nombre de kilomètres qui sont de lignes à grande vitesse qui seront ouvertes dans les prochaines années, il est 5, 6, 7 fois inférieur à ce qui s'est fait il y a quelques années. Donc, il y a un peu un tassement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ait supprimé tout investissement d'infrastructures classiques, de construction classique, de lignes de métro. Certaines de nos entreprises sont intéressées par la prochaine ligne de métro qui va s'offrir à Wuhan. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a bien en tête, bien évidemment. Donc, il reste effectivement des projets. Mais il y a ces politiques d'investissement. Et puis, ça s'est décliné à la fois au niveau central, mais également beaucoup au niveau provincial, et beaucoup aussi ciblé sur la reprise et sur la reprise de la demande. C'est le diagnostic qu'on a un peu tous partagé ici. L'offre est bien repartie, la demande garde encore un temps de retard par rapport à l'offre, et donc aussi bien au niveau central que surtout au niveau provincial, on a eu des politiques de relance, de bons d'achat qui ont été distribués à la population, de vouchers qui ont été donnés par les entreprises ou par certaines entreprises d'État à leurs salariés pour faire en sorte de consommer, recommencer à acheter. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui, au bout du compte, quand on consolide tout ça, fait quand même un plan global. Encore une fois, 4 points de PIB chinois, le PIB chinois, c'est quand même le deuxième du monde, hein, c'est 12 000 milliards de dollars ou quelque chose comme ça. C'est quand même, ça pèse lourd, hein, évidemment. Et donc, ça donne quelque chose qui est structuré, mais qui aussi va peut-être donner l'occasion d'orienter des investissements dans des secteurs qui sont aujourd'hui des secteurs prioritaires, certains secteurs énergétiques, l'high-tech, comme je disais beaucoup. Et puis, n'oublions pas quand même que derrière le Covid, il y a les grandes manœuvres qui n'ont pas complètement été oubliées, il y a les tensions sino-américaines, il y a tout ce discours sur le découplage, etc., etc. Il y a la concrétisation d'un certain nombre de menaces et parfois un peu plus de
sur les transferts de technologie, de bannissement américain, d'interdiction de fait à certaines entreprises mondiales de commercer ou de transmettre de la technologie de pointe sur les semi-conducteurs, sur ceci ou sur cela, avec des entreprises chinoises. Et donc, on peut penser que les investissements à venir, ils vont avoir en tête beaucoup quelque chose dont on a beaucoup parlé il y a quelques années, qui a complètement disparu du discours, mais qui reste présent et qui s'appelait China 2025. On en parle moins, mais les objectifs de China 2025, je pense qu'ils sont toujours très hauts dans les priorités et que acquérir en 2025 une autonomie plus grande sur les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, etc., on voit bien que sur la possibilité de pouvoir développer son propre système, un système d'opération qui soit indépendant de telle ou telle technologie mondiale, c'est quelque chose qui reste très important. Et puis, le Covid a montré aussi que la Chine avait pu développer une industrie sanitaire tout à fait remarquable et dans des conditions de rapidité qui sont quand même assez époustouflantes et dont les grands pays, dont le nôtre, ont largement bénéficié par des politiques d'achat massif, on l'a bien vu au cours des derniers mois. Et on voit bien aussi pousse très, très en avant des solutions numériques. Et le mariage du sanitaire et du numérique, je ne pose absolument pas la question philosophique dans quel monde ça nous amène, mais d'un strict point de vue technologique, le mariage du sanitaire et du technologique fait que c'est aujourd'hui probablement un des secteurs sur lesquels la Chine est tout à fait en pointe dans le monde et que la politique d'investissement du plan de relance peut être, au-delà de son simple aspect macroéconomique, aussi de mettre une priorité dans ce secteur-là, à côté, encore une fois, de l'intelligence artificielle sur lesquelles c'est quelque chose qui est en haut des priorités depuis longtemps, et le domaine des semi-conducteurs sur lequel la Chine n'est pas très bien placée et dépendante. Quand on regarde la liste des plus grandes entreprises de semi-conducteurs, je crois que c'est une filiale de Huawei qui vient simplement d'entrer à la 10e place du classement mondial, simplement que tout le monde aujourd'hui est soit américain, soit taïwanais, soit coréen, et que dans ce domaine-là, on peut penser qu'il va y avoir un flux d'investissement extrêmement important dans les prochaines années pour faire en sorte que la Chine devienne beaucoup plus autosuffisante et beaucoup moins dépendante du reste du monde dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Pierre-Yves, est-ce que dans le domaine bancaire, le gouvernement chinois a pris des mesures pour, suite à la crise? Le gouvernement chinois est d'une orthodoxie absolument totale par rapport aux préconisations du Fonds monétaire international et de la Banque centrale européenne. C'est-à-dire qu'en fait, les mesures qui ont été prises d'un point de vue monétaire par le gouvernement chinois, ce serait une leçon d'économie pour des étudiants de licence en économie. L'outil monétaire a été utilisé à plein. Il a été utilisé de façon complètement traditionnelle, très classique. Injection de liquidité dans le système, baisse des taux d'intérêt, orientation des prêts vers les secteurs les plus en difficulté, sachant qu'on se heurte immédiatement, comme l'a dit Jean-Marc, une fois qu'on touche aux banques, dès qu'il faut aider des petites entreprises privées qui n'ont pas le soutien d'une municipalité, d'un gouvernement local, d'un gouvernement provincial ou d'une SEI large, c'est tout de suite beaucoup plus difficile. Et donc, l'outil monétaire, il se heurte à ces difficultés-là. C'est-à-dire qu'en fait, à partir d'un moment, oui, c'est une courroie de transmission qui met en général 6-8 mois à se matérialiser dans l'économie, mais il ne se voit pas immédiatement en toute orthodoxie monétaire sur les petites entreprises. Et donc, c'est là où les vouchers, les mesures budgétaires, les réductions de fiscalité ont beaucoup plus d'impact pour les entreprises petites et moyennes. Et donc, dans le domaine des réformes bancaires, la Chine était déjà pointée du doigt. Parce que, en fait, pour beaucoup d'analystes financiers, pour beaucoup d'économistes, la réalité, c'est que leurs banques de niveau tier 3, tier 4, tier 5, elles ne sont pas viables. En fait, c'est des outils du gouvernement pour soutenir l'économie. Et donc, à aujourd'hui, il y a une très forte volonté affichée du gouvernement chinois de soutenir les PME. La réalité, c'est que le secteur financier a extrêmement peur que s'ils soutiennent les PME, ils soutiennent leurs futures pertes.
parce qu'elles ne sont pas solvables, en fait, ces PME. Et comme je disais, la crise économique, on a beau dire, ah bah oui, il suffit de prêter, puis ça ira mieux, c'est pas vrai. Il y a des entreprises qui n'ont pas juste des problèmes de liquidité. Il y a des entreprises qui, à cause de la crise, ont des problèmes de solvabilité. Donc pour les banques, y compris les banques chinoises, qui sont un peu pris entre le marteau du gouvernement qui leur dit soyez rentables, soyez profitables et soyez solvables, et le gouvernement qui leur dit aussi aidez l'économie. C'est un peu compliqué et c'est quelquefois difficile à réconcilier. Donc ce que je pense, c'est là aussi il n'y a pas de réponse absolue. Il y a un effort de fait, et il y a une volonté d'aider notamment les PME et le secteur privé. Comment est-ce que ça se matérialise au quotidien à travers la courroie de transmission que sont les banques, et notamment, pas tellement les banques étrangères, parce que les banques étrangères ne sont pas très impliquées là-dedans, mais surtout les banques locales, c'est beaucoup plus compliqué à se matérialiser. Et puis, je voulais revenir sur un point qu'on n'a pas évoqué, en fait, sur l'impact de la crise, et c'est aussi sur les formes de travail. Je voulais partager mon expérience là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du 30 janvier, on a dû travailler à 90% à la maison. La réalité, c'est que ça s'est fait relativement facile. On a payé un peu d'argent pour avoir la bande passante, pour avoir les VPN, pour avoir les connectivités. Une industrie de service, on n'est pas en train de fabriquer des choses. Donc c'est beaucoup plus facile pour nous que pour les industries, pour les industriels qui ont de la fabrication. Et objectivement, ça s'est très bien fait. Et ce que ça conduit, mais je pense aussi au niveau du gouvernement chinois et aussi dans les mesures d'aide à l'économie, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut utiliser le digital pour réinventer un petit peu le travail, même si on ne va pas le changer complètement, et aussi sur les nouvelles façons de travailler. En fait, moi, ce que je vois aujourd'hui, même si à Pékin, il n'y a plus vraiment de risque, on est toujours à 70% au bureau. On n'est pas à 100% au bureau. Donc, on l'a fait sur une base de volontariat. Donc, là aussi, c'est quelque chose que la crise a eu comme impact. C'est une réflexion sur les modes de travail, et notamment dans les industries de services. Voilà. Merci Pierre-Yves. Dans le domaine de l'énergie, est-ce que le gouvernement chinois a pris des mesures pour faire face à la crise? Merci Morgane. Alors, je ne vais pas parler du domaine de l'énergie en général, mais du secteur électrique. Je vais citer 3 mesures qui me semblent significatives. La première, importante, j'imagine que vous tous la connaissez et j'espère que vous en bénéficiez. C'est au tout début de la crise, dès le début du mois de février, le gouvernement chinois a annoncé de manière unilatérale une baisse de 5% des tarifs de l'électricité pour les clients industriels et pour les clients commerciaux. Annoncé dans un premier temps jusque fin juin, et puis au moment des Liang-Creux, le gouvernement, ce qui est un signe, donc il y a encore besoin de soutien de l'économie, a prolongé la mesure jusqu'en fin d'année. Donc en résumé, de février jusqu'en fin d'année, c'est moins 5% sur la facture électrique pour tout le monde. Alors c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, encore une fois j'espère pour vous tous. Pour la chaîne de valeur électrique, évidemment, ça la met un petit peu en tension. Alors, en première ligne de la tension, il y a les opérateurs de réseau, notamment State Grid et China Southern Grid, puisque ici en Chine, on va dire à 80%, c'est eux qui vendent au client final. Donc, c'est eux qui prennent la facture en premier, mais après, ils essaient de la reporter sur les producteurs. Mais l'impact sur leur compte de résultat à eux sur cette année est significatif, c'est 110 milliards de renminbi qui est passé d'une poche à l'autre des opérateurs de réseau dans celle des consommateurs. Donc c'est évidemment une mesure significative. Il y a 2 autres mesures d'un type très différent qui rejoignent un peu ce que Jean-Marc a dit sur le plan de relance. Ça touche les véhicules électriques. Alors d'abord sur les véhicules électriques eux-mêmes, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais en 2020,
2019, le gouvernement chinois a décidé de réduire les subventions sur les véhicules électriques, ce qui a eu un impact assez net sur les ventes de véhicules électriques qui ont évidemment baissé. Et l'idée initiale annoncée à ce moment-là du gouvernement chinois, c'était d'arrêter complètement les subventions aux véhicules électriques à fin 2020. Au milieu de la crise Covid, à peu près vers mi-avril, le gouvernement est revenu sur cette mesure-là et a prolongé pour 2 années de plus les subventions aux véhicules électriques, ce qui donne évidemment un bol d'air pour le développement des véhicules électriques. Et la troisième mesure qui est très en cohérence avec ça, et donc là qui est vraiment en lien avec le sujet du plan de relance annoncé par le Premier ministre au moment des Liang-Creux, donc il a effectivement annoncé comme priorité du plan de relance ce qu'il appelle les infrastructures de type nouveau. Et dans les infrastructures de type nouveau, il y a évidemment la 5G, mais juste derrière la 5G, il y a le développement des infrastructures de recharge électrique. Donc voilà, c'est une des priorités du plan de relance qui rejoint ce que tu disais, Jean-Marc, sur le fait que les smart cities, en gros, sont une des priorités du plan de relance. State Grid a immédiatement annoncé 3 milliards de renminbi d'investissement dans le domaine. Et au passage, alors nous, on est plus petit, mais on a du coup, dans cette dynamique-là, signé un premier projet de développement de recharge électrique avec la ville de Sanya, donc à Hainan. Et 3 semaines après, lorsque le gouvernement de Hainan a lancé le port franc de Hainan, on était la seule entreprise occidentale à signer un accord. Et c'était un accord avec la province de Hainan pour développer au-delà de Sanya les infrastructures électriques. La province de Hainan qui a des ambitions très importantes en la matière, puisqu'il prévoit dès 2030 une électrification complète de leur parc de véhicules, avec une étape en 2025 sur les flottes de véhicules. Donc, ils poussent fort. Merci beaucoup. On va passer à une question pour Jérôme. Avec la crise, pensez-vous que le poids de la Chine va s'accroître au sein du groupe Thales? Merci Morgane, c'est une bonne question. Merci. Je te remercie pour ta question. Autre question? Non, alors, très bonne question et intéressante question. Réponse pas du tout évidente, tu t'en doutes. Vous vous en doutez. Non, la Chine, de toute façon, pour un groupe comme Thales, est forcément un sujet majeur en termes stratégiques, hein, et donc est forcément quelque chose qui est regardé et qui est une des zones du monde où le groupe pense devoir et pouvoir se développer. Donc ça, c'est une chose qui est claire, et qui en fait n'a pas été tellement changé par le Covid, hein, si on peut dire. Ça, c'est ce qu'on peut dire, c'est-à-dire que on considère, alors peut-être à tort, hein, mais on considère, nous, chez Thales, que les marchés sur lesquels on est en Chine vont continuer à croître, Covid ou pas, hein. C'est-à-dire que les tendances sont là et elles vont continuer. Les tendances, alors on dit toujours le monde aéronautique, on ne sait pas s'il sera comme après comme il était avant, hein. Donc bon, peut-être le monde aéronautique dans son ensemble va pas rester exactement comme il était avant, de fait, mais le besoin de transport de la Chine et des Chinois va rester important. Donc ça, on considère que c'est un sujet qui ne devrait pas changer spécialement dans l'avenir. Et donc là, pour ce qui concerne le marché aéronautique, c'est typiquement un des points sur lequel notre groupe, comme d'autres d'ailleurs dans la salle, que je vois, vont continuer à investir, hein, avec quelques précautions d'usage que je vais préciser ensuite, mais en tout cas vont continuer à investir, et encore une fois, Covid ou pas Covid. C'est valable aussi pour les autres marchés que j'ai indiqués là, que nous adressions en Chine, hein, donc les marchés de transport urbain là, sur lesquels on est, les marchés de la sécurité, c'est des sujets qui vont continuer à nous occuper. En fait, la question qu'on se pose après le Covid, c'est la question, je pense que les entreprises se posent pour la plupart, c'est est-ce qu'au contraire, il ne faut pas qu'on accélère notre localisation, la localisation de nos activités. Comme je vous ai expliqué pour Thales, il y a deux modes de fonctionnement avec la Chine. Il y a un mode de fonctionnement plutôt export,
hein, c'est-à-dire pays de destination. Hein. Mais il y a un mode de fonctionnement aussi pays d'origine, hein, donc avec des activités importantes pour le marché chinois, bien sûr, et pour le reste du monde. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on va probablement aller vers une tendance générale qui est une diminution forte de nos activités export pur et une augmentation forte de nos activités d'origine, autant que faire se peut. Hein. Alors, et le Covid, quelque part, est un révélateur de ça. Le Covid a été un révélateur de ça parce que, évidemment, pour les activités export classiques, pour nos vendeurs qui venaient régulièrement nous visiter, c'est un petit peu terminé. Donc on a un petit peu des problèmes. Pour les systèmes qu'on n'était pas capable de mettre en service nous-mêmes, ici, on a quelques difficultés. Hein, donc, vous en doutez. Donc là, les conséquences sont assez claires. Et le Covid a révélé ça, mais c'était une tendance forte. J'ai envie de dire avant déjà, hein, une tendance forte qui était que malgré tous les messages qu'on peut entendre en Chine, pour réellement adresser le marché chinois sur nos domaines un peu stratégiques, il faut être chinois, il faut être en Chine. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins la possibilité de vendre nos produits depuis l'international. Et donc, si on veut les vendre, il faut qu'on les fasse ici, soit nous-mêmes, soit avec des partenaires. Et donc, cette tendance-là était déjà à l'œuvre, franchement, avant. Et le Covid a quelque part révélé que c'était encore plus important de le faire. Et donc, ça on va pas y déroger. Hein. On va continuer, enfin, sur les différents secteurs sur lesquels on est présent. J'allais dire quand c'est possible. Alors, pourquoi je dis quand c'est possible? C'est pour ça que la réponse n'est pas évidente. La réponse n'est pas évidente parce qu'on est quand même, et là aussi, je pense que certains camarades dans la salle ont ce genre de problématiques. On est sur des secteurs stratégiques qui sont quand même parfois au cœur de problèmes géopolitiques que tout le monde suit ou vit en ce moment. Tu as parlé des semi-conducteurs, Jean-Marc, juste avant. Il n'y a évidemment pas que les semi-conducteurs qui sont au centre de la bagarre américano-chinoise. Hein. Et il se trouve que nous, Thales, pas de chance, on est sur un certain nombre d'activités qui pourraient faire l'objet de chantage, en tout cas de sanctions, et donc qui pourraient très bien être totalement arrêtées du jour au lendemain pour nous. Hein, donc ça, c'est un sujet sur lequel on est quand même assez prudent, et on essaye quand même de réfléchir en se disant quel est le meilleur modèle pour nous pour être, comment dire, résilient, même dans ce cas-là. Hein, c'est-à-dire même dans ce cas-là où on a un embargo, est-ce qu'on peut encore faire des choses ou pas? Donc là, il y a quand même une problématique qui est à l'œuvre, et du coup, il y a quand même des questions sur jusqu'où on va dans certains domaines, jusqu'où on localise, jusqu'où on se rend totalement indépendant, découplé, si on peut dire, hein, sur des métiers. Bon, je pense en particulier les sujets aéronautiques sont une question, les sujets de la sécurité sont une autre question. Hein. Donc là, la réponse n'est pas évidente. En revanche, ce qui est certain, c'est que la tendance est évidente, c'est-à-dire que la tendance était quand même qu'on renforce franchement le niveau de nos activités ici pour justement être capable de continuer à croître avec nos partenaires et nos clients. Merci beaucoup. La prochaine question sera pour Pierre-Yves. On a un peu pris un peu plus de temps, mais ça va, on est toujours bien. Donc, le gouvernement chinois, en juillet dernier, a annoncé 11 mesures pour libéraliser son secteur financier. Comment ces mesures s'appliquent-elles concrètement aujourd'hui? Je crois qu'on a un peu débordé au niveau du temps. Donc, je vais être assez rapide et je vais vous faire la réponse de l'immortel Popeye dans Les Bronzés font du ski. Je crois qu'il y a un problème au niveau de l'argent. Je pense qu'il y a effectivement un problème au niveau de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend un tout petit peu de recul, en fait, le modèle de développement chinois a privilégié l'investissement intérieur. Et quand il s'agissait de faire venir des capitaux étrangers pour développer son économie, c'était ce qu'on appelle des investissements directs. C'est-à-dire qu'en fait, ils voulaient des usines, ils voulaient des facteurs de production, ils voulaient des gens. Aujourd'hui, il y a un autre mode d'investissement en Chine qui peut fonctionner, qui est l'investissement indirect, mais qui passe par les marchés financiers. Il y a un point de blocage phénoménal pour ça, c'est la convertibilité du yuan.
qu'en fait, comme il n'y a pas de currency qui est vraiment libre, pour faire venir des capitaux, il faut passer par les fourches codines du gouvernement pour transférer les capitaux en Chine et pour exporter les capitaux de Chine vers l'extérieur. Ceci dit, et je pense que ça va dans le bon sens, je pense que ce mode d'investissement va se développer pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la population chinoise vieillit. Donc, leur épargne a besoin de s'investir dans les marchés financiers de façon un peu plus professionnelle. Deuxièmement, tous les grands asset managers du monde, et je vois qu'il y a ici quelques représentants d'asset managers, les grands asset managers du monde sont intéressés par avoir une exposition à la deuxième économie mondiale qui ne passe plus seulement par Hong Kong, qui passe par une exposition directe au marché financier. Et donc, toutes ces mesures, elles vont dans le bon sens. Après, je vais me répéter, mais il ne suffit pas d'avoir un char d'assaut totalement équipé pour le faire avancer. Il faut aussi de l'essence et des munitions. Or, c'est un peu la difficulté qu'on a aujourd'hui dans le secteur financier. On est tout à fait ouvert et on considère que toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement chinois vont dans le bon sens. Mais aujourd'hui, on n'a pas les munitions pour le faire avancer correctement. Les munitions, c'est le capital. Les exigences en capital sont très fortes. Les munitions, c'est aussi le fait d'être considéré comme une entreprise étrangère qui a le soutien de sa maison mère, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. On est considéré aujourd'hui comme une banque chinoise de 5e rang ou comme une institution financière de 5e rang. Et donc, tout ça, c'est compliqué, sachant qu'effectivement, et je peux tout à fait comprendre les autorités chinoises sur ce plan, l'économie des marchés financiers chinois aujourd'hui, c'est une économie de casino. Et pas une IPO qui se fait sans qu'il y ait plus 40% le premier jour. Je suis désolé, il y a des gens qui gagnent leur vie là-dessus, c'est pas tout à fait normal. On n'arriverait pas dans le monde développé. L'année dernière, quand je regarde les défauts sur le marché obligataire chinois, 70% des défauts des obligations chinoises, des gens qui ne payent plus leurs bonds, leurs obligations, c'était des gens qui étaient ratés triple A ou double A par les agences de notation chinoises. Moi, je me pose des questions sur les agences de notation chinoises. Et donc, à aujourd'hui, il y a une volonté qui est très claire, qui je pense est très bonne, mais la réalité, c'est qu'il y a un écosystème qui n'est pas encore mûr pour avoir des marchés financiers qui puissent être efficaces au sens où on l'entend dans les économies occidentales. Alors, quand je dis marchés efficaces, vous savez tous que quelquefois il y a des catastrophes. Mais en tout cas, à aujourd'hui, le marché financier chinois n'est pas assez mûr pour justement permettre cette injection de capitaux qui devrait venir via des asset managers occidentaux, via des capitaux occidentaux qui ne sont plus juste des projets d'usines créées, mais juste un investissement via des retraités américains ou européens qui investissent directement sur le marché chinois. Aujourd'hui, on n'a pas encore l'écosystème juridique, économique et financier pour le permettre. Et donc, toutes ces mesures sont très bonnes, et donc notamment le fait qu'on puisse aujourd'hui avoir la propriété pleine et entière des entreprises financières qui investissent sur le marché financier chinois, parce que pour les entreprises financières et pour les régulateurs européens ou américains, c'est extrêmement important d'avoir un contrôle total des risques et non plus de donner la main aux entreprises chinoises qui sont les partenaires. C'est possible, c'est possible. Et, comme je dis, merci pour la voiture. Maintenant, on a besoin d'essence. Merci beaucoup. Et on va passer à la dernière question pour Yann, et notamment avec l'annonce de Total qui a annoncé le plan net zéro pour 2050. Comment en Chine ce plan s'applique-t-il concrètement? Oui, donc c'est important l'essence. Mais je rejoins l'essence de qualité, c'est important. Donc oui, effectivement, vous avez peut-être vu cette annonce du groupe Total et cette ambition qu'on partage avec la société, notamment européenne, d'atteindre la neutralité carbone en Europe avant 2050 et de réduire l'intensité carbone de
nos produits, d'à peu près 60%. Donc ça passe par 3 axes d'efforts. La première, c'est de réduire nos émissions carbone, les émissions carbone des activités que nous opérons nous-mêmes, c'est ce qu'on appelle le scope 1 et le scope 2. La deuxième, c'est de réduire les émissions de nos clients liées au cycle de vie des produits qu'on commercialise. Et puis la troisième, c'est de développer des solutions de captation de carbone, soit des solutions naturelles, soit des solutions par des puits de captage. Alors sur le premier volet des émissions de nos opérations, la Chine est négligeable. On émet très peu de CO2 du fait de nos opérations en Chine. Par contre, elle est très importante sur les 2 autres axes. Elle a un rôle très important à jouer sur les 2 autres axes. Sur le captage du carbone, la Chine est l'un des 3 pays sur lesquels on a des projets importants. On avait un premier pilote à Lac, en France. On a un projet très important, un investissement récent en Norvège. Et puis le troisième, c'est un site pilote de recherche sur Chengdu, qui est un site important pour nous. Et sur le développement, l'évolution du mix énergétique du groupe, bien sûr, la Chine est très, très importante pour nous, parce que c'est un très grand marché énergétique. C'est un marché où l'industrie du renouvelable est en forte croissance, comme le disait Fabrice. Et donc, dans ce rééquilibrage de nos activités, notamment vers plus de solaire, plus de véhicules électriques, plus d'hydrogène peut-être demain, la Chine a un poids très, très important et est un enjeu majeur pour nous. Merci beaucoup. On va passer, Fabrice, si vous voulez, à la question sur la transition énergétique et comment la Chine, est-ce que la crise va accélérer cette transition énergétique? Alors, c'est une excellente question à laquelle je ne sais pas répondre. Je pense qu'il faudra attendre au moins le prochain plan quinquennal qui devrait sortir au mois de mars l'année prochaine pour en savoir plus. Mais en tout cas, ce qui est à peu près sûr, c'est qu'après le Covid, la transition énergétique reste une priorité. L'exemple que j'ai donné sur la mobilité électrique, je pense, l'illustre. Si on regarde les choses d'un peu plus près, alors en écoutant ce que dit le gouvernement chinois, la NEA, donc le ministère de l'Industrie chinois, a donné les 4 orientations politiques pour la politique énergétique de 2020 le mois dernier. Donc il suffit de regarder le texte. Le premier sujet, ça c'est une inflexion, c'est la sécurité énergétique. Alors ça, c'est vraiment un effet Covid. Et d'ailleurs, c'était dans le discours du Premier ministre au Lianggré. Vous avez vu qu'il a annoncé les fameuses 6 garanties. Et parmi les 6 garanties, il y a 2 sujets de sécurité intérieure au pays, la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique, donc qui, après le Covid, est hissée vraiment parmi les priorités nationales. C'est la première orientation. La deuxième orientation, qui est plus dans l'idée de ce qu'on entend année après année, c'est celle de la qualité de vie, avec un sujet principal qui est de rendre le chauffage dans le nord du pays plus propre, c'est-à-dire éliminer progressivement tout ce qui est chauffage diffus au charbon. Et EDF, il travaille avec des sujets d'amélioration de la qualité de l'air qu'on embarque au passage. La troisième orientation, qui est plus classique, en tout cas qui est plus conforme à ce qu'on entend nous en Europe quand on parle transition énergétique, c'est celle du bas carbone, avec 2 sous-priorités. On en parlait avec Yann, c'est le renouvelable qui est confirmé, mais dans un monde un peu différent quand même, c'est-à-dire il est confirmé qu'il y aura quasiment plus de subventions, donc voilà, elles doivent continuer de se développer, mais dans le marché. Et puis le deuxième sous-sujet du bas carbone, c'est le nucléaire, où la Chine confirme une ambition, alors qui est un peu repoussée dans le temps. Elle avait en tête 2030, c'est plutôt 2035, pour devenir la première puissance nucléaire civile du monde. Donc devant les États-Unis, elle est aujourd'hui, vous le savez peut-être, la 3e derrière les États-Unis et la France. Et puis la 4e et dernière orientation, c'est l'innovation, avec là 3 sous-sujets. Le sujet de la réforme des marchés,
et donc de l'ouverture des marchés électriques, alors qu'il était déjà dans le plan quinquennal actuel, qu'on tarde un petit peu à voir venir quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on est très loin de ce qui avait été annoncé dans le 13e plan, mais enfin ça reste un objectif. Le deuxième, c'est le sujet du stockage électrique. Où les opérateurs de réseau notamment sont poussés pour développer ça, mais il y a un petit sujet de modèle d'affaires. Quand on essaie de pousser des projets, on voit assez vite que l'équation économique elle n'est pas encore complètement là. Et puis le troisième sujet qui est assez classique, c'est celui des réseaux intelligents. Donc vous savez, c'est le mariage de l'opération des réseaux électriques avec le numérique, donc est réaffirmé comme une priorité de la politique énergétique et donc de la transition énergétique chinoise. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous propose de passer à la session de questions-réponses. On peut commencer d'abord dans la salle. On a reçu des questions sur Internet, mais s'il y a des questions dans la salle, si certains souhaitent poser des questions. Ah, Monsieur Roard. Bonjour, merci. Très intéressant. J'ai une question pour Jean-Marc qui est plus de géopolitique. Aujourd'hui, la Chine fait face à un certain nombre de crispations dans les pays occidentaux suite à ces différentes politiques, comment dirais-je, que ce soit avec l'Inde, la mer de Chine, etc. Est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur le développement des entreprises étrangères occidentales en Chine ? Comment peut-on mesurer cette crispation qui s'explique d'ailleurs, il y avait un article, je crois, hier ou aujourd'hui dans le Figaro, où la France même s'agace un peu de la situation à Hong Kong. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des mesures de rétorsion ou des ralentissements ou des... Alors, c'est des questions un petit peu distinctes, effectivement. Et il y a les réactions gouvernementales à tel ou tel sujet, et puis il y a l'attitude des entreprises. Je serais un peu tenté d'ailleurs de faire masse de cette question avec une, je crois, qui avait dû être posée par Internet et qui était, indépendamment de ça, qu'est-ce qu'il en est du découplage? Est-ce qu'à la faveur de ceci ou de cela, il va y avoir un désengagement des entreprises occidentales en Chine liées aux tensions sino-américaines, liées au raccourcissement des chaînes de valeur, enfin toutes ces questions. Bon, on le verra, évidemment, c'est difficile de faire de la prévision dans cette affaire et je sais qu'en tout cas, c'est les différentes chambres de commerce, dont la nôtre, s'intéressent évidemment beaucoup à cette question et interrogent régulièrement ou vont interroger les entreprises sur est-ce que vous avez des projets d'investissement, de désinvestissement, de délocalisation, etc. Mon intuition, c'est que je ne crois pas qu'on ait un mouvement de fond très important dans cette affaire, du moins à coup sûr, en tout cas à coup sûr. Jamais complètement sûr, mais en tout cas, ce qui concerne nos entreprises françaises. Nos entreprises françaises qui sont en Chine aujourd'hui, elles le sont pas vraiment pour bénéficier de bas salaires, etc., ou de quoi que ce soit, pour ensuite réexpédier vers le reste du monde, ce qui pourrait être un modèle, ou alors pour avoir un élément d'une chaîne de valeur qui se rejoint à un autre et qui fait de l'assemblage quelque part encore ailleurs. La plupart de nos entreprises ici, elles sont en Chine pour le marché chinois. Et donc, pour être sur le marché chinois, il faut être dans le marché chinois. Et je crois que cette tendance va même s'accroître, ce qu'on disait tout à l'heure, à mesure que toute l'évolution de l'économie chinoise depuis 20 ans, c'est de faire en sorte que son principal moteur de croissance, c'est sa consommation interne. C'est plus aujourd'hui une économie qui est tirée par l'export, comme c'était le cas au tout début des années 2000 ou à la fin des années 90. C'est fini, ça. Aujourd'hui, le moteur de la croissance, aujourd'hui, et heureusement d'ailleurs pour la Chine dans le monde dans lequel on est, parce que si elle devait compter uniquement sur la demande internationale pour se relancer, elle aurait un petit peu de mal. Et donc, c'est vraiment sa demande intérieure. Et c'est cette classe moyenne de 300, 400, 450 millions de personnes qui est en train de consommer, de se développer, la Chine de la côte, etc. Et ça, c'est un fantastique marché. Et je pense que pour beaucoup des entreprises, c'est ce marché-là qui les intéresse. Et ça, pour ça, il n'y a pas 36 façons. C'est pas de l'extérieur qu'on l'attaque, ce marché. C'est de plus en plus en étant à l'intérieur. Donc, je pense pas à des mouvements de fond qui seront très importants. Je ne jurerais pas que ce soit les mêmes réponses si c'était l'AmCham qui posait la question à ces entreprises, très honnêtement. Et je pense que probablement, les taux d'entreprises qui réfléchissent à une délocalisation sont sans doute beaucoup plus importants pour les entreprises américaines. D'abord parce qu'elles font l'objet de pression, sans doute,
parce que aussi les tarifs douaniers sont devenus très très élevés entre la Chine et les États-Unis. Bon, donc c'est aussi quelque chose qui se regarde. Voilà. Alors après, ce que je dis là, c'est un terme général. Quand on regarde en termes tout à fait particuliers, j'exclus pas que dans certains domaines, je pense à la pharmacie par exemple, il y ait quand même des réévaluations. On s'est quand même rendu compte à cette occasion qu'on était très, très, très dépendant de la Chine pour des principes actifs. On s'est rendu compte, et moi-même, j'ai tombé un peu de l'arbre, que 80% de la pénicilline qu'on utilise en France, elle vient de Chine. Et elle vient même de Wuxi, qui est une région qui est à côté de Shanghai. Bon. Et donc, indépendamment des bonnes relations qu'on a avec la Chine, etc., dépendre à 80% d'un seul site de production pour sa pénicilline, c'est quand même un petit sujet. Bon, donc ça, je pense qu'on aura des réévaluations là-dessus. Bon, ça me paraît clair. Mais pour le reste, je crois quand même que on a effectivement des secteurs qui sont devenus très sino-dépendants. À partir du moment où vous avez 30% de votre chiffre d'affaires mondial sur un seul pays, ça serait l'automobile haut de gamme en Allemagne, ça serait peut-être le secteur du luxe chez nous, à peu près ces chiffres-là. Il y a peut-être effectivement aussi des mesures de sécurité à prendre. Il y a probablement aussi l'idée de se dire qu'à l'avenir, est-ce que c'est vraiment très intelligent pour construire une voiture vendue en France d'avoir des pièces qui viennent de 25 pays différents. Voilà. Donc ça, il y a un moment, je pense qu'on va peut-être aussi raccourcir quand même un peu ces chaînes de valeur, parce que on s'est quand même rendu compte que pour des automobiles vendues en France, on pouvait avoir des difficultés d'approvisionnement au tout début de cette année, parce qu'il manquait quelques pièces qui venaient d'Uran, mais qui étaient 3 fois rien dans un modèle, mais qui venaient d'Uran. Donc, ça bloquait un petit peu l'ensemble du processus. Donc, il y a un moment probablement qu'il y aura des réflexions. Je pense que c'est plutôt marginal. Et moi, mon pari, peut-être sur le bio, mais je prends mon risque, peut-être que vous me verrez ça en tête l'année prochaine, c'est que je ne crois pas que ça change beaucoup notre présence en Chine. Les Américains ont une arme absolue aujourd'hui. Ça s'appelle le dollar. Et l'extraterritorialité de leur législation. De la législation américaine sur le dollar. Nous savons pour avoir vu, comme on dit dans le secteur financier, la réalité c'est que cette arme du dollar, et tant que le commerce international se fait en dollars, on sera obligé de se plier aux exigences américaines. Et donc, pour moi, le risque, c'est pas, comme tu le dis, le découplage, les chaînes de valeur, le fait de relocaliser, sauf dans certains secteurs sans doute très stratégiques. Le vrai sujet, c'est quand une entreprise chinoise achète des matériels en Russie, elle les paye en dollars. Et on va dire, bah oui, mais c'est horrible, c'est la Russie, c'est scandaleux. La Chine achète des matériels à la Russie. Elle les achète en dollars. Et ben donc, en réalité, c'est le gouvernement américain qui contrôle. Tant que ce sera là et tant que le yuan ou le renminbi ne sera pas une monnaie d'échange international, ou qu'elle n'aura pas été remplacée par l'euro, tout le monde paiera ses respects au roi dollar. Merci beaucoup. Je peux faire un commentaire dans la partie là que j'ai évoquée. Nous, la crainte, alors je pense que c'est la crainte d'autres entreprises aussi du domaine, c'est l'embargo sur certaines sociétés chinoises avec lesquelles on coopère sur le marché chinois. Donc ça c'est pas une arme, c'est pas l'arme nucléaire du dollar, mais c'est une arme très forte qui peut arrêter tout du jour au lendemain. L'analyse qu'on fait là-dessus, c'est que les dépendances sont telles entre les Américains et les Chinois sur l'aéronautique, pour ne citer qu'elle, pour qu'ils arrivent à ce niveau-là, il faut quand même qu'il se passe pas mal de choses avant. Donc, on ne pense pas, nous, enfin à court terme, que ça pourrait arriver à ce niveau-là. Mais bon, qui sait. Merci. Il y a une question dans la salle. Oui, une question, oui. Bonsoir, Bruno Germain, le CEO d'Orange, ici en Chine. Dans notre secteur d'activité qui est les télécoms, on a vu émerger des mastodontes au niveau de l'industrie, pour en citer un qui s'appelle Huawei, qui en l'espace de 10 ans est devenu le numéro 1 des télécoms en termes d'équipement de réseau, en termes de cloud, en termes de device.
Et tout ça à grand coût de financement de la part du gouvernement chinois, mais aussi par rapport à l'achat de parts de marché et de partenariats partout dans le monde, notamment en Afrique. Ils ont certes beaucoup de moyens financiers pour mettre tout ça en œuvre, mais ils ont aussi maintenant une avance technologique qui est juste remarquable. Et nos partenaires européens, pour pas les citer, Ericsson et Nokia, font triste mine derrière ces géants de l'industrie. Ma question, c'est vous, dans vos domaines respectifs d'activité, est-ce que vous voyez aussi émerger ces avances technologiques qui sont quelque part une remise en cause de notre présence ici dans un futur un peu immédiat? Très, très rapidement, dans le secteur énergétique, la réponse, elle est oui. Alors, c'est pas aussi flagrant et net que l'exemple de Huawei, mais quand on regarde les grands équipementiers ou les grands donneurs d'ordre en matière énergétique chinois, par rapport à il y a 20 ans, aujourd'hui, ils ont clairement recollé au peloton de tête, pour le dire en forme de quasi-understatement, et il y a des domaines sur lesquels ils sont devant. Alors, il y en a un qui n'est pas très porteur d'avenir, qui sont les centrales charbon. Là, ils sont largement les meilleurs. Dans le renouvelable, sur l'éolien, l'Europe garde une longueur d'avance, notamment l'éolien maritime, les très grandes turbines, mais les Chinois vont vite et puis ils ont annoncé un tel rythme de développement de l'éolien maritime que, tiré par leur marché intérieur, à horizon 5-10 ans, ça va quand même être difficile de le tenir. Sur le solaire, bon, pas de dessin, ils ont aplati le reste de la concurrence dans le monde entier. Et dans le nucléaire, je pense qu'en troisième génération, la France, je pense, a une longueur d'avance, mais le premier EPR dans le monde, il a été fini en Chine. Merci beaucoup. Sur la banque, en fait, tout le monde s'extasie parce que tout le monde a un WeChat. La réalité, c'est que sur la banque, ils sont à l'âge de pierre. Yann? Non, sur l'émergence de ces géants dans deux métiers qui sont connexes des miens, l'industrie automobile. On voit que la Chine investit beaucoup sur les véhicules connectés, sur le véhicule hydrogène. Donc il y a là un enjeu technologique avec une volonté, je pense, de sortir des frontières très clairement. Et l'autre domaine dans lequel on peut avoir cette tendance, même si ça n'est pas nos activités aujourd'hui directement en péril, mais ça sera de plus en plus une contrainte, c'est tout ce qui est e-commerce, marketing intelligent. Les géants comme Alibaba et Tencent aujourd'hui sont incontournables dès lors qu'on veut avoir des activités de B2C. Et on voit qu'ils s'intègrent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, hein, de Starbucks à la vidange des véhicules automobiles avec tout, etc. Donc on a clairement ces tendances-là de géants qui se sont construits très rapidement. Didi, dans la nouvelle mobilité, par exemple. Après, je suis pas certain que leur modèle soit toujours transposable à l'extérieur. Ils sont aujourd'hui très centrés sur leur marché domestique. Et je ne suis pas certain que leur business model ou leurs outils technologiques soient facilement transposables hors des frontières, dans des cadres juridiques européens notamment. Ça pourra peut-être les contraindre. Mais en tout cas, il y a cette expansion très, très forte. Merci Yann. Il est 5h30. Jean-Marc, je vous propose de conclure cet événement et de donner ensuite la parole à Caroline qui finira cette session. Écoutez, très très rapidement, je pense que c'est toujours un peu frustrant parce qu'on sent qu'on aurait de quoi remplir encore 1 heure de questions-réponses. Il y a le cocktail après. Bon, sans doute on a été un petit peu plus long, mais en même temps c'est le plaisir à la fois de répondre à des questions, de le faire de façon vivante, d'être entre amis, d'être en cercle de confiance, tout ça est évidemment très agréable. Je pense que tout ça dessine une situation qui est une situation quand même très très originale. Enfin, ça fait quand même,
Je pense que ce que nous vivons à l'heure actuelle, non seulement en Chine mais dans le monde, on a perdu on a perdu les références, quoi. C'est pas comparable à 2008, c'est pas comparable à 2003, est-ce que c'est comparable à 1929? Enfin bon, c'est quand même le plus gros choc que la planète ressent depuis des décennies et des décennies. Le deuxième semestre, dans nos pays occidentaux, chacun le sent bien, va être ravageur, hein, sans pointer. On a ce décalage d'un bon trimestre que du départ entre la Chine et le reste du monde. Et donc, au moment où ça plonge, ça plonge ailleurs, ça remonte ici, etc. En même temps, je crois qu'il faut qu'on s'habitue, au moins encore, en tout cas, nous, c'est notre analyse, jusqu'au début de l'année prochaine, peut-être probablement au-delà, à vivre dans des conditions extrêmement particulières. Je pense qu'on va vivre dans une situation de confinement plus ou moins important, relâché, pas relâché, etc., au minimum jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin à peu près fiable qui soit trouvé, et sans doute pas avant, au mieux, le printemps de l'année prochaine. Donc on est parti quand même pour vivre dans une situation très, très particulière. Je pense qu'on sera en phase de reprise dans l'économie chinoise au deuxième semestre, mais tout ça dans un environnement mondial qui, lui, sera complètement déprimé. Donc, il faudra qu'on vive un peu, nous, ici, résidents français ou amis chinois, ici en Chine, par rapport à nos maisons mères, qui est une position un peu schizophrénique, quoi. Il faudra qu'on gère un petit peu ce décalage, qui est à la fois un décalage chronologique, mais aussi un décalage de position dans le cycle, si je veux dire. Merci beaucoup, Jean-Marc. Caroline, je te propose de conclure cette session. Merci, merci Jean-Marc pour ce mot de la fin et pour ces conseils sur le second semestre. Donc, je tiens à remercier tous les participants, tous les intervenants pour ces échanges de haut niveau. Pour ceux qui ont la chance d'être dans nos bureaux de Pékin, vous aurez donc la possibilité de continuer les échanges autour d'un cocktail que Morgane et ses équipes vous ont préparé. Et moi, je vous donne rendez-vous pour les prochains événements de la CCI, donc en présentiel ou en webinar. Donc, et en espérant pouvoir venir très vite vous voir à Pékin. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Je suis désolé.